Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, notre mission, c'est de résoudre un mystère technologique à l'échelle mondiale. Ouais, un mystère qui touche vraiment potentiellement chaque personne qui possède un ordinateur aujourd'hui. C'est ça. Et pour y voir clair, on s'appuie sur une source majeure. C'est une grande enquête très exhaustive qui a été publiée récemment par la rédaction de Block News depuis Calais. Tout à fait. Et l'objectif du jour, c'est de comprendre très précisément comment 240 millions d'ordinateurs parfaitement fonctionnels ont été soudainement déclarés obsolètes. Du jour au lendemain, quasiment. D'accord. Décortiquons tout ça. Imaginons un instant le bureau d'un directeur des systèmes d'information. Un DSI, ouais. Voilà, un DSI, quelque part à Lyon, à l'automne 2025. C'est un grand espace rempli de serveurs qui clignotent doucement, et surtout, il y a 47 ordinateurs de bureau qui ronronnent. 47 machines, c'est pas rien pour une PME. Exactement. Et attention, on parle de belles machines, des processeurs Intel i7 de 7e génération, 16 gigaoctets de RAM, des disques SSD ultra rapides, le moteur tourne à la perfection, la carrosserie est impeccable. Ouais, des PC véloces qui ont à peine 5 ans d'âge. C'est ça. Et pourtant, on annonce à ce DSI lyonnais que ces 47 machines sont devenues, du jour au lendemain, de la ferraille. Bonne pour la casse. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce cas lyonnais illustre vraiment une bascule inédite dans l'histoire de l'informatique grand public. Ce DSI, en fait, il fait face à aucune panne matérielle, zéro. Rien n'est cassé. Non, rien. Ces ordinateurs font tourner tous les logiciels de la boîte sans la moindre saccade. La mise à l'arrêt de ce parc, elle découle d'une directive purement logicielle. C'est fou quand on y pense, hein. Ouais. Pour continuer à utiliser ces machines en toute sécurité, il se retrouve contraint d'envisager des dizaines de milliers d'euros de dépenses. En fait, pour comprendre, il faut remonter au 24 juin 2021. La date de l'annonce de Microsoft, c'est ça, hein? Absolument. Le jour où ils ont présenté Windows 11 en posant une condition technique sine qua non, la présence obligatoire d'une fameuse puce appelée TPM 2.0. Et c'est là que j'ai besoin d'éclaircissement, parce que ce sigle TPM, il revient sans cesse dans le rapport de Block News. J'entends souvent l'analogie du coffre-fort matériel, mais C'est une bonne image, ouais. Mais concrètement, comment elle fonctionne, cette puce TPM? En quoi c'est si différent du reste des composants d'un PC? pour comprendre la mécanique, il faut regarder la carte mère. Le TPM, donc le Trusted Platform Module, c'est un petit microcontrôleur qui est physiquement isolé du processeur principal. Physiquement isolé, d'accord. Ouais, son rôle, c'est de générer et de stocker des clés cryptographiques. Et le fonctionnement est redoutable en fait. Si un logiciel malveillant, un virus réussit à infiltrer le système et à obtenir les droits d'administrateur, Ce qui est déjà censé être difficile. exactement, mais si ça arrive, le virus ne peut toujours pas accéder aux clés de chiffrement de votre disque dur parce qu'elles sont verrouillées dans le silicium de la puce TPM. Ah, donc elles sont hors de portée du système d'exploitation lui-même. C'est exactement ça. Je comprends l'intérêt. D'ailleurs, la source précise que Microsoft affirme haut et fort que cette exigence est vitale pour contrer la prolifération des rançongiciels. Et on sait que les cyberattaques font des ravages dans les hôpitaux, les entreprises. C'est un vrai fléau, oui. Du coup, est-ce qu'ils sont vraiment en train d'inventer un problème de toute pièce? Parce que, sur le papier, cette puce, elle semble offrir une protection légitime, non? La protection en elle-même est légitime, oui. Mais la restriction matérielle, elle l'est beaucoup moins. Comment ça? L'enquête de Block News démontre que la version précédente de cette puce, le TPM 1.2, elle gérait déjà l'isolation des clés cryptographiques. Elle offrait déjà un niveau de sécurité extrêmement robuste qui est amplement suffisant pour l'immense majorité des usages. Donc on avait déjà un coffre-fort, en fait. Bon, le saut vers la version 2.0 apporte des algorithmes de hachage plus récents, certes, mais ça justifie en rien de jeter une machine entière à la poubelle. D'autant plus que, et c'est là le point crucial, le véritable couperet de Microsoft, ne se situait même pas sur cette puce TPM. C'était quoi alors? La vraie ligne rouge, c'était la génération du processeur central. Ah, le processeur lui-même. Ouais, les sources indiquent qu'ils ont exigé au minimum un processeur Intel de 8e génération ou un AMD Ryzen 2000. Et franchement, c'est là que je bloque complètement sur la logique. C'est pas très logique, non? Oui, le rapport cite des processeurs de 2017 comme le Intel Core i7 770K ou le Threadripper d'AMD.
Ce sont des monstres de puissance de calcul. Des bêtes de course pour l'époque et même encore aujourd'hui. Et pourtant, ils sont catégoriquement exclus de Windows 11. À l'inverse, un petit processeur Intel Core i3 de 8e génération, dont les performances sont objectivement et mathématiquement inférieures, lui, il reçoit le feu vert. Ouais, c'est paradoxal, hein? Mais comment un processeur beaucoup plus faible peut-il être accepté pour des raisons de sécurité ou de performance, alors que l'élite de la génération précédente est bannie? Sur le strict plan de l'architecture technique, cette disparité est totalement indéfendable. Les instructions de sécurité gérées par ce petit i3 de 8e génération, elles diffèrent pas fondamentalement de celles d'un i7 très haut de gamme de la génération juste avant. Donc ça cache autre chose. Ce qui est fascinant ici, c'est que si on superpose cette fameuse liste blanche de processeurs avec les cycles commerciaux de l'industrie, une corrélation assez troublante apparaît. On y vient. Exclure la 7e génération de l'Intel, ça revient en fait à cibler massivement les achats informatiques qui ont été effectués entre 2016 et 2017. L'argument de la sécurité sert juste d'écran de fumée pour forcer un renouvellement d'équipements qui, sinon, pourrait facilement durer 10 ans. Oui, c'est comme un constructeur automobile qui déclarerait qu'une voiture de 5 ans est illégale sur la route juste parce qu'elle n'a pas le tout dernier modèle de serrure aux portières, alors que le moteur est impeccable. C'est une excellente analogie. Et d'ailleurs, un détail de l'enquête vient balayer le peu de doutes qui restaient. Block News a découvert que Microsoft proposait elle-même sur ses propres pages de support technique une méthode pour contourner ça. Oui, via une modification du registre Windows. Voilà. Ça permettait de contourner purement et simplement ce contrôle TPM lors de l'installation de Windows 11. Mais entre le 12 et le 14 décembre 2024, ces instructions officielles, pouf, effacées discrètement de leur site. C'est un aveu tacite. Cet effacement documentaire, il prouve que la contrainte relève d'une décision politique et commerciale interne, pas d'une vraie limite physique du matériel. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si cette décision est commerciale, on doit s'intéresser à la facture. Les répercussions sont juste vertigineuses. Oh que oui! Le cabinet d'analyse Canalys a publié une estimation dans le rapport qui donne des frissons. 240 millions d'ordinateurs relégués au rang de déchets à cause de l'arrêt du support de Windows 10 prévu pour octobre 2025. 240 millions de machines fonctionnelles? Et l'enquête donne une image mentale glaçante pour visualiser ça. Si on empilait tous ces ordinateurs portables les uns sur les autres, la tour s'élèverait à 600 km au-delà de la Lune. C'est fou. Cette image, elle illustre bien la démesure du gâchis. Mais le coût écologique réel, il se mesure en émissions de carbone. L'association Green IT estime cet impact à 37 millions de tonnes de CO2 supplémentaires si tout ce parc est renouvelé. 37 millions de tonnes, c'est énorme. Ça équivaut à peu près à 6,5% des émissions annuelles globales de la France entière. Et il est crucial de comprendre la nature de la pollution informatique. Oui, parce que c'est pas comme une voiture. Exactement. Contrairement à une voiture thermique où l'impact vient du carburant qu'on brûle tous les jours, pour un PC, 78% de l'empreinte carbone d'un ordinateur portable provient de l'instant même où il quitte l'usine. 78%. Mais pourquoi la phase de fabrication pèse aussi lourd? Qu'est-ce qui se passe avant même qu'on allume l'écran? Parce que la miniaturisation de l'électronique requiert une intensité matérielle phénoménale. Pour fabriquer un seul petit ordinateur portable qui pèse à peine 2 kg, l'industrie doit extraire, concasser et raffiner environ 800 kg de roches et de minerais. 800 kilos de roche pour un PC de 2 kilos. Ouais, il faut purifier du silicium dans des fours à très haute température, extraire des terres rares comme le néodyme avec des solvants chimiques, massif, et ensuite transporter tout ça à travers plusieurs continents avant même l'assemblage. Donc jeter une machine de 5 ans, c'est annuler cet investissement écologique colossal. Pur long et simplement. C'est un désastre environnemental. Et au-delà de la planète, quelqu'un doit payer pour ces nouvelles machines. En lisant la section du rapport sur les budgets publics, la situation prend une dimension presque absurde, en fait. Complètement absurde, oui. La mairie de Paris, par exemple. Ils se sont vus obligés de remplacer 4000 postes de travail. Et pour 10 000 autres machines incompatibles qu'ils ne peuvent pas changer immédiatement, ils doivent souscrire aux Extended Security Update, les fameuses ESU. Les mises à jour de sécurité étendue, ouais. C'est ça. Et un autre acteur public anonyme, cité dans l'enquête, fait face à une ardoise monumentale. 43 millions d'euros pour renouveler 48 000 postes, plus 3,6 millions pour les licences. Antoine Guillou de la mairie de Paris qualifie publiquement ces dépenses de sommes induites. Si l'on relie ça à la situation globale, ces ESU, ce sont ni plus ni moins des mécanismes de pénalité financière. Pour continuer à recevoir des correctifs de sécurité sur Windows 10 après la date butoir, il faut payer un abonnement par machine. Et si j'ai bien lu, le tarif double chaque année, non ?
Exactement. Les administrations publiques, qui sont financées par nos impôts, se retrouvent prises au piège. Elles ont l'obligation légale de maintenir des systèmes sécurisés pour protéger les données des citoyens. Bien sûr, ils n'ont pas le choix. Donc ça leur laisse aucune autre option que de payer cette rançon logicielle ou de racheter du matériel neuf. Et c'est là que je te pose la question. Parce que pendant que les mairies piochent dans les budgets publics pour remplacer des PC qui marchent très bien, le rapport de Block News rappelle les chiffres de Microsoft. Année fiscale 2024. 245 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 88 milliards de bénéfices nets. Des chiffres astronomiques. Et le pire, c'est que leurs revenus issus des licences vendues aux fabricants de matériel, donc les OEM, ont fait une croissance de 4%. Du coup, est-ce qu'on n'est pas carrément en train de financer indirectement la croissance d'une multinationale avec l'argent des contribuables? Totalement. L'obsolescence programmée a complètement changé de nature, en fait. Historiquement, ça visait le consommateur individuel, tu vois, avec une imprimante ou un smartphone conçu pour tomber en panne. L'écran qui casse, la batterie qui lâche. Voilà. Mais aujourd'hui, par le biais d'un monopole sur le système d'exploitation, ça s'est transformé en une taxe budgétaire prélevée à l'échelle des institutions publiques et des entreprises mondiales. C'est systémique. C'est effarant. Surtout que, et on va aborder la troisième partie du rapport qui est croustillante, on pourrait peut-être pardonner tout ça, ce coût écologique et financier, si le remplaçant Windows 11 était irréprochable. Ah bah là... Si ce nouveau système apportait une fiabilité absolue, on se dirait bon, ok, mais la réalité documentée fin 2025 et début 2026, c'est pas ça du tout. C'est même l'ironie du sort. C'est un euphémisme. Les rapports de déploiement en entreprise de cette période sont un désastre absolu. Le fameux Patch Tuesday d'octobre 2025, ça a été un vrai point de bascule. Des écrans bleus massifs, des chutes de performance graphique. Oui, des bureaux entiers paralysés. Mais la crise la plus spectaculaire, c'est en janvier 2026. Oh là là, l'incident de janvier 2026, ça dépasse l'entendement. L'enquête détaille un bug où les ordinateurs refusaient purement et simplement de s'éteindre. Comment, en 2026, une mise à jour peut casser la fonction la plus basique d'une machine, le bouton d'extinction? Bah, techniquement, ça vient souvent des mécanismes de démarrage rapide intégrés au cœur du système. En fait, l'ordinateur ne s'éteint pas vraiment, il se place dans une espèce d'hibernation hybride complexe. D'accord, pour se rallumer plus vite. C'est ça. Mais là, une erreur de code dans la gestion de la mémoire a créé des boucles infinies. Ça a obligé Microsoft à publier 6 correctifs d'urgence en une seule semaine pour stopper l'hémorragie dans les parcs d'entreprise. 6 correctifs en une semaine. Et le cauchemar continue en avril 2026 avec un autre correctif qui détruit le système interne de sauvegarde des machines. Le KB 583-769. C'est ça. Pour un pro, ne plus pouvoir sauvegarder ses données, c'est impardonnable. En résumé, on a tué un produit hyper stable comme Windows 10 pour forcer l'adoption d'un système qui empêche physiquement d'étendre son PC ou de protéger ses fichiers. C'est exactement le constat. Et ces failles ont eu un impact ultra direct sur la crédibilité de l'éditeur. Dès novembre 2025, la situation était devenue tellement intenable que la direction a dû admettre publiquement un problème de confiance. C'est pas un petit aveu, ça. Non, et les conséquences financières ont suivi. La valorisation boursière a subi une correction violente, avec une perte de 400 millions de dollars quasiment dans la foulée. En janvier 2026, l'enquête montre une inversion totale des courbes. Windows 11, qui avait péniblement atteint 55% de part de marché, rechute sous les 51%. Et Windows 10 remonte à près de 45%. La dynamique psychologique est très claire. Quand la confiance est rompue, les utilisateurs font machine arrière. Face à l'instabilité, ils rétrogradent leur machine volontairement. Ils préfèrent un système techniquement périmé, mais fiable. C'est un mouvement de repli spectaculaire. Mais le rapport nous dit que Microsoft n'a pas ralenti la cadence pour autant. Au contraire, ils construisent déjà le mur suivant. Oui, une nouvelle forteresse matérielle, encore plus haute que celle du TPM 2.0. Et l'argument central de cette nouvelle offensive porte un nom. Copilot+, l'intégration profonde de l'intelligence artificielle, annoncée en mai 2024. Mais la barrière d'entrée technique me laisse encore une fois perplexe. Oui, la fameuse exigence du NPU. Voilà, le rapport mentionne qu'il faut absolument avoir un processeur équipé d'un NPU capable de réaliser 40 TOPS, donc 40 000 milliards d'opérations par seconde. Attends, mon i7 actuel, il calcule déjà des milliards de trucs à la seconde. Pourquoi on a soudainement besoin de cette architecture spécifique pour justifier une nouvelle génération? En fait, la nuance réside dans la nature même du calcul mathématique. Un processeur classique, le CPU, il fonctionne comme
une voiture de course surpuissante. Il exécute des instructions complexes une par une, à une vitesse fulgurante. Ok, c'est très linéaire. Voilà. Mais l'intelligence artificielle générative, elle demande pas d'exécuter une instruction complexe. Elle exige de multiplier des milliers de matrices de nombres simultanément. Le NPU, le Neural Processing Unit, il est conçu spécifiquement pour ce calcul parallèle massif. D'accord, c'est une autoroute avec des milliers de voies. C'est ça. Sans cette architecture, les fonctions d'IA mettraient complètement à genoux le processeur classique. Ça viderait la batterie d'un portable en un temps record. Techniquement, je comprends. Mais commercialement, le résultat est brutal. La quasi-totalité des PC actuels qui font tourner Windows 11 n'ont pas ce NPU. Donc, ils sont d'ores et déjà exclus des futures évolutions. C'est l'obsolescence qui recommence. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? J'ai l'impression d'avoir affaire à un videur de boîte de nuit capricieux. Comment ça? Tu fais la queue pendant des heures, tu rachètes une veste super chère pour respecter le code vestimentaire imposé à l'entrée par Windows 11, et une fois à l'intérieur, la direction change les règles de la salle principale et exige des chaussures spécifiques avec un NPU pour y accéder. Ta veste toute neuve sert plus à rien. C'est une très bonne façon de le voir. Et d'ailleurs, cette stratégie, elle est totalement assumée au plus haut niveau. Satya Nadella a publiquement déclaré qu'il comptait sur l'exigence matérielle de Copilot+ pour relancer un cycle mondial de vente de PC. Donc, l'innovation logicielle ne sert plus l'utilisateur, elle sert juste d'outil coercitif pour le renouvellement matériel. Le logiciel est calibré spécifiquement pour créer un déficit artificiel de performance, forçant ainsi le rachat. C'est le nouveau modèle d'affaires. Mais face à cette mécanique implacable, le rapport de Block News montre qu'une véritable résistance s'organise. Et le premier outil de cette rébellion, c'est Rufus, un petit logiciel open source. Comment il arrive à contourner une multinationale de plusieurs milliards de dollars? Rufus, il agit à la racine, vraiment au moment de la création de la clé USB d'installation. Il modifie les fichiers de configuration de Windows PE, donc l'environnement de préinstallation. D'accord, avant même que Windows ne démarre. C'est ça. Il injecte un script qui crée des clés de registre spécifiques comme Bypass TPM Check ou Bypass RAM Check. Ça trompe le système d'installation et Windows 11 s'installe parfaitement sur des machines soi-disant obsolètes. Et le plus fou, c'est que Microsoft laisse faire. C'est bien la preuve ultime que le matériel était capable de faire tourner le système depuis le début. Exactement. Le passage en force avec Rufus, c'est la première méthode. Mais l'enquête explore aussi la fuite vers des alternatives libres. Ah oui, Linux. Oui. Fin 2025, les systèmes basés sur le noyau Linux, comme Ubuntu ou Linux Mint, ont franchi la barre des 5% de part de marché sur les ordinateurs de bureau. Ça paraît modeste, 5%. Ça l'est, mais dans un environnement dominé par un monopole absolu, cette dynamique attire l'attention. Surtout celle des grandes administrations européennes qui cherchent désespérément à échapper au coût des licences. C'est logique. Et puis, il y a la troisième forme de résistance, l'inertie. Les gens qui restent sur Windows 10 malgré la fin du support gratuit. C'est silencieux, mais c'est massif. Les utilisateurs acceptent le risque de naviguer sans filet de sécurité pour préserver leur matériel. L'enquête rappelle d'ailleurs qu'en décembre 2025, il y avait encore 4% des ordinateurs mondiaux qui tournaient sous Windows 7. Windows 7, un système abandonné en 2020. Maintenir des millions de PC sur un système sans sécurité pendant 5 ans, ça pose des questions vertigineuses en matière de cyber-résilience. L'inertie, c'est un bouclier risqué face à l'obsolescence. Tout à fait. Ce qui nous amène au verdict final de la rédaction de Block News. Après avoir disséqué les contraintes TPM, analysé le désastre carbone, les budgets publics, les bugs, leur conclusion est sans appel. Windows 11 n'est pas un système d'exploitation. Non, c'est un plan global de renouvellement de parc déguisé sous l'apparence d'une mise à jour. Ils lui ont même attribué un flop score. Oui, un flop score de 8 sur 10. Et la justification est hilarante mais mordante. 8 sur 10, c'est 2 points de moins que Google Stadia. Aïe! L'argument de Block News, c'est que Stadia, malgré son échec industriel cuisant, a au moins livré la technologie promise sans forcer la planète entière à jeter des millions de consoles à la poubelle. Windows 11, lui, impose des millions de tonnes de déchets électroniques pour un résultat défaillant. Et cela soulève une question importante pour l'avenir. Si des fonctions d'intelligence artificielle que le grand public n'a jamais réclamées deviennent la nouvelle norme pour décréter qu'une machine est obsolète, on va vers quoi? C'est la question à 1 million. Sommes-nous en train de perdre le droit de posséder un ordinateur durable?
On se dirige vers une location matérielle perpétuelle, où nos propres machines sont prises en otage par des algorithmes dont on ne veut même pas? Et ça nous laisse avec une toute dernière pensée provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Si une mise à jour logicielle peut rendre obsolète un parc mondial de PC sous couvert d'IA, qu'est-ce qui empêche demain l'industrie automobile d'adopter la même stratégie CO? C'est une perspective effrayante. Pourrait-on voir des voitures électriques, en parfait état de marche, interdites de rouler parce que leur processeur de bord n'a pas le dernier NPU exigé par une nouvelle norme algorithmique de freinage? Ou pire, votre frigo connecté qui refuse de faire du froid? Le logiciel qui dicte la durée de vie du matériel physique, c'est une trajectoire industrielle qui demande la plus grande vigilance. Absolument. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de cette enquête. La prochaine fois que vous entendrez le doux ronronnement de votre vieil ordinateur, regardez-le d'un œil nouveau. Il mérite beaucoup plus de respect qu'une simple ligne dans un tableur d'obsolescence. À très bientôt pour une nouvelle exploration.